Est-ce le fait qu'un analyste s'intéresse à un titre est en soi une nouvelle? Est-ce précurseur de l'arrivée de bons signaux et de performances appréciables pour l'entreprise suivie? À l'opposé, lorsqu'un analyste délaisse un titre, est-ce annonciateur de performances médiocres? C'est à ces questions que Jung, Wong et Zhang apportent des éléments de réponse dans une étude publiée par The Accounting Review. Les auteurs partent du point de vue que les analystes sont des experts des secteurs et qu'ils sont capables d'anticiper les changements avant qu'ils ne soient reflétés dans les états comptables qui, eux, sont tournés par définition vers le passé. Par ailleurs, lorsqu'un analyste décide de suivre un nouveau titre, il doit d'abord rassembler une information nombreuse et se familiariser avec les particularités de l'entreprise en question. C'est pourquoi les analystes sont si friands de rencontres avec les dirigeants d'entreprise. Par ailleurs, ils ont bien évidemment grande envie que leurs efforts ainsi déployés soient particulièrement payants. Jung, Wong et Zhang utilisent une mesure originale de l'intérêt nouveau d'un analyste pour une firme, à savoir sa présence active à une conférence d'annonce de résultats trimestriels ou encore conference call, au cours de laquelle il a pu poser au moins une question aux dirigeants, alors qu'il n'avait encore jamais publié lui-même d'analyse sur cette société. À l'opposé, une mesure de désintérêt est construite lorsqu'un analyste qui a suivi une entreprise et avait posé une question lors de la conférence précédente n'assiste pas à la conférence étudiée. Il s'agit pour l'ensemble d'observations largement disponibles pour un très grand nombre de firmes, car pratiquement toutes d'entre elles tiennent des conférences trimestrielles. L'argumentaire des auteurs s'appuie sur deux thèses. Pour schématiser, la première, celle de McNichols et O'Brien, dans leur article de 1997, les analystes sont des experts qui préfèrent détecter les sociétés qui ont le plus de chances d'annoncer des bonnes nouvelles et seront susceptibles ainsi de connaître un parcours boursier attrayant. Aussi, l'intérêt des analystes devrait se porter sur des titres qui attireront l'attention de leurs confrères, donc auront une plus grande couverture, qui annonceront des résultats comptables intéressants et connaîtront ainsi des rendements boursiers favorables. Selon une thèse complémentaire, défendue par Merton dans son article de 1987, les analystes ont un pouvoir élevé de conseil auprès des principaux investisseurs. Ils stimulent ainsi indirectement les transactions, ce qui conduit à des cours plus favorables et un coût du capital plus faible pour les entreprises. Telles sont les deux chaînes d'implication qui font l'objet de ce test empirique. Formellement, Jung, Wong et Zhang testent trois hypothèses. Selon H1, une augmentation ou diminution de l'intérêt de l'analyste est associée à une amélioration ou détérioration à venir des variables fondamentales de l'entreprise. Selon H2, une augmentation ou une diminution de l'intérêt de l'analyste est associée à une augmentation ou une diminution de la couverture du titre par les analystes, de la détention de ces mêmes titres par les investisseurs institutionnels et en conséquence de volume de transactions observées sur le marché. Enfin, selon H3, une augmentation ou une diminution de l'intérêt de l'analyste est positivement, négativement, associée aux rentabilités boursières futures du titre. Les auteurs ont recouru à un grand nombre de bases de données
La base de départ est celle de Thomson Reuters Street Events, qui contient les transcripts des conference calls, qui permettent d'identifier les analystes présents et intervenants. La base iBus a permis d'utiliser nombre d'informations sur les analystes identifiés dans les transcripts, environ 80% de ces derniers. Les bases CASP et Compustat ont fourni les informations sur les cours et les états financiers. Au total, l'échantillon contient 55 565 observations trimestrielles sur la période allant du premier trimestre 2012 au premier trimestre 2009 pour 3 370 firmes différentes. Les principales mesures utilisées sont les suivantes. Pour l'intérêt, soit la variable NC analyst, elle est égale au nombre d'analystes ne couvrant pas la firme, mais ayant posé une question lors de la conference call. Ce nombre est normé par le nombre d'analystes suivant la firme en question. Pour le désintérêt, la variable est notée COV analyste absent. Il s'agit du nombre d'analystes absents, mais ayant posé une question lors de la conference call précédente. Ce nombre est lui aussi normé par le nombre d'analystes suivant la firme en question. Pour les effets attendus sur les performances fondamentales, deux variables sont utilisées. Delta EPS, c'est-à-dire la variation du bénéfice par action, et LS Growth, c'est-à-dire la variation désaisonnalisée des ventes trimestrielles. Enfin, pour cerner les effets sur le marché boursier, trois indicateurs ont été retenus. CNAN, la variation en pourcentage du nombre d'analystes couvrant la firme. CNII, la variation en pourcentage du nombre d'investisseurs institutionnels détenant des titres de la firme. Et enfin, C-turnover, la variation du volume de transactions quotidien. Dans ce modèle, la variable dépendante est une des variables associées, qui peut être, quand il s'agit de l'évolution des fondamentaux, delta EPS ou S-growth, quand il s'agit des effets sur le marché, qui peut être CNAN, CNII ou C-turnover. Chacune de ces variables associées est régressée sur les deux variables, celle qui mesure l'intérêt, NC analyste, nouvel entrant intéressé, et celle mesurant le désintérêt, COV analyste absent, mesurant le fait qu'un analyste soit potentiellement sortant. Une augmentation attendue de la variable associée implique que le bêta 1 doit être positif, corrélé positivement avec l'intérêt, et que le coefficient bêta 2 doit être négatif, corrélé négativement avec le désintérêt. Par ailleurs, un vecteur grand X de variables de contrôle et des effets fixes annuels sont introduits, ainsi que la valeur présente de chacune de ces variables associées, car elles manifestent généralement une forte autocorrélation. Nous ne commenterons dans ce qui suit que les seuls coefficients bêta 1 et bêta 2, laissant de côté les coefficients associés aux diverses variables de contrôle. Notons simplement que pour ces derniers, les résultats confirment ici, dans l'ensemble, ceux publiés précédemment dans la littérature financière. Le point important est l'association positive et significative entre la variable qui mesure l'intérêt et les deux variables fondamentales delta EPS et S-growth, aussi bien à court terme qu'à moyen terme. En revanche, le coefficient bêta 2
associé à la mesure du désintérêt, n'est pas significativement différent de 0 et ne soutient pas la thèse d'un effet négatif. Peut-être est-ce dû ici simplement à la moindre qualité de la mesure utilisée. Concernant l'association avec les variables d'activité du marché, les estimations soutiennent les thèses avancées. Un nouvel intérêt est suivi d'une plus grande couverture, d'une plus grande participation des investisseurs institutionnels et d'un accroissement des volumes de transactions. Pour les deux premiers effets, le bêta 2 est négatif et significatif comme attendu. Un modèle de régression de même type a été estimé en prenant comme variable dépendante les rendements boursiers futurs. Les deux coefficients β1 et β2 ont les signes attendus, positifs pour le premier, négatifs pour le second, et sont tous les deux significatifs. Les effets sur les variables d'activité du marché se traduisent donc au niveau des cours par des rendements allant dans le même sens. Dès lors, Jung, Wong et Chang s'interrogent sur l'opportunité de tirer profit de cette anomalie au niveau des rendements. Ils construisent des portefeuilles autour des quartiles définis par l'une ou l'autre des variables d'intérêt ou de désintérêt. Ils estiment la rentabilité anormale générée sur la période d'étude par ces portefeuilles en utilisant un modèle à 4 facteurs. Ils montrent qu'une stratégie fondée sur une prise de position sur le premier quartile et une position de sens opposé sur le quatrième génère dans les deux cas des rendements anormaux de type alpha significatifs. Il y aurait donc une place potentielle pour un arbitrage rentable. L'étude est complétée par de nombreux tests de robustesse qui ne seront pas repris ici par souci de simple parcimonie. Nous nous contenterons de mentionner que ces effets sont surtout marqués pour les firmes les plus négligées, c'est-à-dire celles suivies par le moins d'analystes. Enfin, pour ces auteurs, les rentabilités en excès paraissent excéder les frais de courtage impliqués par la mise en œuvre de ces stratégies d'arbitrage. En conclusion, cette étude soutient la thèse selon laquelle les analystes manifestent un intérêt pour les firmes qui vont publier dans les mois qui suivent des performances fondamentales en termes de bénéfices par action et de vente favorables. Cette variable d'intérêt est également associée aux variables d'activité du marché, suivi des analystes, participation des investisseurs institutionnels, volume de transactions. En revanche, le lien de sens opposé est moins évident avec la variable de désintérêt. Cette étude suggère que cette variable observable, intérêt, désintérêt des analystes, n'est pas pleinement prise en compte par le marché, du moins sur la période d'étude retenue. Un gain en excès du taux sans risque et des primes de risque impliquées par le modèle à 4 facteurs apparaît de manière robuste, surtout pour les titres les plus négligés. Il reste à savoir combien de temps ce phénomène, s'il n'a pas été mal mesuré, va perdurer.